Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal à la une ce soir. L'ouverture de la saison cyclonique. Le premier phénomène est en route. Brett touchera la Martinique en fin de semaine. La question, quelle sera son intensité? Explication de Météo France dans un instant. Comment expliquer la profanation de monuments aux morts? 7 communes touchées par ces actes en même temps. Un pan de l'histoire bafoué qui ne laisse pas indifférent la population. 1500 personnes atteintes de drépanocytose, maladie génétique méconnue alors qu'elle touche particulièrement les populations noires. Soigner, apaiser les douleurs, l'hôpital Mango-Vulsin, spécialisé dans la prise en charge, a ouvert ses portes. La mairie de Rivière-Salée est nominée pour la haute qualité environnementale, un bâtiment écolo avec architecture moderne, coût 13 millions d'euros et sans augmenter les impôts de la commune, une performance qui suscite curiosité. Et puis la sélection de Martinique de football en route vers la phase de poule de la Gold Cup. Demain, les Matininos seront face à la sélection de Porto Rico. Il fait chaud, la nuit surtout, lourd la journée et pour couronner le tout, Brett, le premier phénomène de la saison cyclonique, devrait arriver en fin de semaine. Il s'agit d'une tempête tropicale, de quoi rafraîchir l'atmosphère à condition de ne pas faire trop de dégâts. Aurélie Treuil et Christelle Sivat. Donc voici, c'est le glissement qui a été fait en 2020 par rapport à la pluie. Depuis 3 ans, ce Samaritain a les yeux rivés sur le terrain familial à chaque nouveau phénomène pluvieux. Là, vous êtes inquiet par rapport à cette situation-là? Un petit peu, parce que là, si ça tourne en cyclone, il risque d'avoir beaucoup d'eau et donc du coup, peut-être des glissements de terrain encore. L'annonce d'une tempête tropicale inquiète tout le quartier Saint-Jacques. Ce garagiste a failli tout perdre le 13 novembre 2020. On est un peu abasourdi, donc c'est impressionnant. Ouais. Une faille de 2 mètres a séparé son parking du garage. Depuis, la falaise a été drainée, les voisins évacués. La route rouverte, mais les séquelles du gigantesque glissement de terrain sont encore là. Et on va toujours y penser, puisqu'on a été quand même, on vivait ça pour la première fois, on a été un peu choqués. Et puis bon, là maintenant, voilà quoi. Donc non, mais je pense que ça devrait aller. Ça maintenant, vu comment les caniveaux rejettent de l'eau, le drainage est bien fait, non, je pense que ça devrait aller. On reste serein quand même si il peut, de temps en temps, on peut jeter un coup d'œil quand on voit pleuvoir énormément. Celle que l'on appelle désormais la tempête Brett se renforce au-dessus d'un océan Atlantique inhabituellement chaud en cette saison. Et même si pour l'heure sa trajectoire concerne les petites Antilles, le phénomène reste difficile à évaluer pour les prévisionnistes. La conjoncture de l'affaiblissement de l'anticyclone ainsi que de la configuration de vent jusqu'en altitude sur les petites Antilles nous amène à une grande incertitude sur la trajectoire, l'intensité, la chronologie de la dépression tropicale numéro 3, incertitude qui est plus élevée qu'habituellement. La tempête Brett devrait concerner l'arc antillais d'ici jeudi à vendredi. Mais juste derrière elle, un autre phénomène, une onde tropicale est en cours de formation. La saison des pluies a bel et bien commencé. Pensez à ouvrir vos boîtes aux lettres. Le courrier est à nouveau distribué. Après 37 jours de mobilisation, le centre de tri postal de Dillon à Fort-de-France a repris ses activités, mais il faudra encore patienter pour un retour à la normale. Délai qui pénalise la situation économique des entreprises. Christophe Arnerin et Patrice Châteaudègue. Le centre de tri postal à Dillon est de nouveau opérationnel. Ce matin, les véhicules de distribution ont repris les tournées. Exemple au quartier Rivière-Roche. Jean-Claude Chance, gréviste, a retrouvé son secteur et ses habitudes. Mais face à la masse de travail à abattre, le retour à la normale n'est pas pour tout de suite. Ce matin, avec un chef, un cadre, on a compté ensemble. J'ai 27 caissettes. Je le dis franchement. J'ai 27 caissettes. Il y en a, pour les colis, il y en a près de 120 colis. 120 colis, sans compter les recommandés. Si un protocole de fin de conflit a été signé entre la direction et le personnel gréviste, d'autres négociations sont en cours pour fluidifier le surplus d'activité. On est à 12 facteurs sur un secteur. On est à 2 facteurs en grève. Monsieur, il reste 10 facteurs. On est à 2 facteurs en grève. Vous me dites que la tournée reste là. Sur la zone de Rivière-Roche, composée à 97% de professionnels, la distribution du courrier est aussi un enjeu économique qui paralyse depuis 37 jours de nombreux secteurs d'activité. Nous sommes les trésoriers en fait, des assureurs
Et donc on achète nos pièces, on répare et ensuite on est réglé. Et malheureusement aujourd'hui, beaucoup des assurances, leurs règlements sortent de la métropole. Donc lorsque ce sont des lettres chèques, donc ça veut dire qu'ils sont coincés dans le tuyau de la poste. Quand on a des arrivées de corps, quand on a des administrations à aller voir, bon, bien sûr qu'on le fait en amont par mail, mais ils demandent toujours à ce qu'on ait l'original du document. Malgré nos nombreuses sollicitations, la direction de la communication de la Poste a décliné nos demandes d'interview, mais nous assure qu'un dispositif interne a été mis en place pour permettre un retour à la normale dans les meilleurs délais sur l'ensemble du réseau en Martinique. Assemblée générale ce matin à la Maison des syndicats, une intersyndicale s'est formée pour défendre les salariés de l'entreprise Clean Building, dont l'activité est le nettoyage des parties communes des logements de la CIMAR. Le contrat liant l'entreprise au bailleur social s'achève en octobre 2023 avec une nouvelle réglementation européenne obligeant à l'emploi de concierges. L'avenir des femmes de ménage serait donc compromis selon les syndicats. On écoute le secrétaire général de la CSTM, interrogé par Corinne Jean-Joseph et François Marlin. On demande aux concierges de faire l'activité des femmes de ménage, ceux qui nettoient les immeubles. C'est sûr et certain qu'on ne peut pas déshabiller un et réhabiller un autre. Donc forcément, il y a des pertes d'emploi. Et ça, c'est l'œuvre de la CIMAR, de CDC qui dit, CDC c'est la Caisse des dépôts et conciliation, Habitat. C'est l'une des filiales de la Caisse des dépôts et conciliation. Ils disent quoi? Ils disent, oui, il y a une norme européenne qui nous oblige à mettre des gardiens dans les immeubles. Mais des gardiens des immeubles, il y a toujours eu des gardiens des immeubles. Est-ce qu'on a, pour autant, on est obligé de mettre dehors ceux qui font le ménage pour pouvoir mettre des gardiens dans les immeubles? Il s'était réveillé avec le souvenir d'un épisode douloureux mais victorieux. Les anciens combattants commémoraient samedi l'appel du 18 juin, mais ils ont été surpris de découvrir des monuments aux mœurs profanées, recouverts de peinture rouge. La mémoire de l'histoire est une nouvelle fois bafouée. Cyriaque Sommier et William Zebina. Je ne vois pas le message, je ne comprends pas. Quel est l'intérêt de dégrader un monument qui représente quand même nos aînés, qui ont travaillé, qui ont risqué leur vie, qui ont perdu leur vie aussi pour nous. Donc sincèrement, j'ai pas de mots, je ne comprends pas. L'incompréhension est effectivement totale à Rivière-Salée, mais aussi à Fort-de-France, Ducos, Rivière-Pilote, Trois-Îlets ou encore Sainte-Luce. Alors même que partout en France, des hommages étaient rendus à ceux qui ont combattu le nazisme durant la Seconde Guerre mondiale, la mémoire de nos dissidents était souillée à coups de jets de peinture rouge. Dans la rue, personne ne parvient à s'expliquer ce geste. Ah ben imbécile qu'il a. Ça par rapport à ces bougas pièces là, ça par rapport à ça. Elle a peine fait ça. Cherche un bain depuis important. Si vous voulez devenir autonome, devenir indépendant, c'est pas une manière de manifester. L'histoire, elle continue. Aller casser des monuments, ce n'est pas normal et je pense que ces gens-là, ils sont pas bien dans leur tête. Je ne comprends pas du tout, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Je trouve que c'est ridicule en fait. La situation n'apparaît pas beaucoup plus claire aux yeux des historiens et chercheurs. Afin d'éviter que cela ne se reproduise, certains estiment qu'il faut impérativement parvenir à mieux diffuser le savoir dans toutes les couches de la société martiniquaise. Parce que la première prévention, c'est l'éducation, la formation, la connaissance. Parce qu'on ne peut pas effectivement cracher sur des lieux de mémoire qui ont été construits par la société pour lutter contre l'oubli, parce qu'effectivement ces monuments sont historiques. Il y en a d'autres, les cimetières militaires, les bibliothèques, les musées. Et les lieux de mémoire, c'est effectivement des instruments qui sont là pour rappeler quelque chose d'important. Une enquête est ouverte pour tenter de confondre les auteurs de ces actes de vandalisme. Les maires appellent de leur côté les autorités à faire preuve de la plus grande fermeté dans la réponse judiciaire qui sera donnée à cette affaire, qualifiée d'insulte à la mémoire des Martiniquais. Ce sont des hommes ou des femmes qui ont vécu dans la ville. Donc nous sommes sur des commémorations qui visent les familles dans la proximité de la ville, dans le cœur de la ville. Ceux et celles que j'ai rencontrés ce matin vivent ça comme une sorte d'agression personnelle, en se disant simplement ça n'est pas tant au symbole que l'on a touché, un mur, une façade, une plaque,
mais on a touché à des familles qui sont tristes. Les communes concernées comptent maintenant sur l'aide de l'État pour redonner rapidement tout leur lustre à ces monuments aux morts vandalisés le week-end dernier. C'est aujourd'hui la journée mondiale de la drépanocytose. 1500 personnes en souffrent en Martinique. Pourtant, les symptômes de cette pathologie semblent méconnus dans la population. D'où cette matinée d'information à l'hôpital Mangovulsin où s'effectue d'ailleurs la prise en charge des malades. Delphine Bess et Thierry Socan. Fatigue extrême, douleur, anémie. Les personnes atteintes de drépanocytose vivent un marathon que les autres n'imaginent pas. La cause est une déformation génétique de l'hémoglobine qui circule mal dans les vaisseaux et réduit le transport de l'oxygène. Pour Jennifer, qui exerce à temps partiel auprès des tout-petits, une vigilance permanente est nécessaire pour éviter les crises et l'hospitalisation. Nous allons voir s'il faudrait que pendant une certaine période, peut-être pendant 3 à 6 mois, peut-être que tu fasses des transfusions pour mettre au repos la drépanocytose, mais ça on va voir ça avec les résultats de la prise de sang que tu vas faire. D'accord ? Je suis fatiguée et je pourrais plus, de toute façon je pourrais peut-être plus travailler, donc moi ça m'irait. Bien qu'aujourd'hui les traitements soient de plus en plus efficaces, les malades vivent avec leurs limites, que l'entourage a parfois du mal à admettre. Quand je dis que je suis fatiguée, je ne peux pas venir travailler, c'est la fainéantise, ou bien elle veut juste rester chez elle. C'est dur ça ? Oui. Et donc, je pense que les gens ne comprennent pas ce que c'est les douleurs qu'on endure. En France, la maladie est de plus en plus fréquente avec 600 nouveaux cas en 2022. Aussi, depuis cette année, le dépistage à la naissance est gratuit et systématique, comme il l'était depuis 1984 aux Antilles. Le problème reste le manque d'information des futurs parents. Si le père et la mère sont tous deux porteurs sains, leur enfant a une chance sur 4 de naître malade. 10% de la population est porteuse du gène de la drépanocytose sans être malade et peut le transmettre au hasard, soit le gène normal, soit le gène de la drépanocytose à sa descendance. Et sur les 16, par exemple, enfants drépanocytaires nés l'année dernière en Martinique, 2/3 des parents ne savaient pas qu'ils avaient un risque d'avoir un enfant malade. Alors, le but n'est pas de ne pas avoir d'enfant drépanocytaire, le but est de savoir pour choisir. Voilà. Et d'être préparé. Et d'être préparé, bien sûr. Il y a 30 ans, cette maman d'une enfant malade n'était pas informée. Aujourd'hui, elle milite pour une meilleure préparation des familles. Pour ma fille, ça a été très très dur parce qu'au départ, je ne savais pas qu'elle était vraiment porteuse de cette maladie. Et elle a été souvent hospitalisée. Alors, je ne veux pas dire que c'est un traumatisme, mais j'ai subi ça. Chez les futurs parents, le dépistage du gène se fait par simple prise de sang. Et selon les médecins, la plupart des couples maintiennent ce choix d'avoir un enfant, malgré le risque qu'il soit malade. Et dans l'Hexagone, plusieurs actions étaient menées par diverses associations. L'exemple de ce gala de charité organisé à Paris samedi soir par l'Association pour l'information et la prévention de la drépanocytose. Comme chaque année, ces 10 dernières années, le nombre de malades n'a cessé d'augmenter en France, d'où l'importance de multiplier les messages de sensibilisation et les campagnes de dépistage. On a échappé au pire du côté de la Française ce matin. Un arbre s'est effondré sur 2 véhicules. Les baigneurs du petit matin ont été surpris. Le choc a été brutal et bruyant. Edwin Elderal et Jean-Marc Henninga. C'est sur ce parking, en face de la plage de la Française, que survient un bruit sourd. La branche d'un arbre vient de tomber sur les véhicules de 2 baigneurs. Cet accident ne perturbe pas pour autant les automobilistes qui appréhendent l'événement avec beaucoup de philosophie. Heureusement que j'étais pas là. J'ai pas eu le temps d'arriver en temps et en heure, mais je suis vivante, quoi. Ça s'est passé justement au moment que nous n'y étions pas. Et ça aurait été très possible que ça nous arrive, puisque c'était justement l'heure qu'on avait terminé notre bain. C'est une voiture, vaut mieux ça qu'une jambe cassée quand même. Un événement qui met en lumière des arbres vieillissants, de quoi mettre en alerte la municipalité. Le plan d'élagage est un plan annuel que nous menons tout au long de l'année, que ce soit dans les quartiers, que ce soit dans la ville basse. Nous avons un plan d'élagage régulier
Et je vous le dis, ce plan était prévu d'être appliqué ici, avec des lieux qui ont été totalement identifiés. La seule chose qui s'est passée là va nous pousser à accélérer. Les deux automobilistes stationnaient sur un emplacement non autorisé qui est habituellement utilisé par bon nombre d'usagers. Habituellement, c'est là que je me gare et ce matin, j'ai eu de la chance, effectivement, puisque j'ai vu l'arbre tomber, on a entendu comme un son de foudre et on a vu que les voitures se sont fait percuter de plein fouet. Heureusement qu'il n'y avait personne dans les véhicules, ni moi d'ailleurs, que je n'étais pas à cette place-là et dedans, parce qu'habituellement, je suis dedans à cette heure-ci. Un accident qui, fort heureusement, ne fait aucune victime et qui met en lumière la problématique de la sécurité. Parasismique, anticyclonique, écologique, la nouvelle mairie de Rivière-Salée sera opérationnelle en 2024. Un pur produit né des préoccupations environnementales, une réalisation en forme singulière à 13 millions d'euros et sans amputer le budget des ménages. Visite guidée avec Franck Zezor et Jean-Marc Kenenga. Une forme de demi-lune et 3 étages, voilà la nouvelle mairie de Rivière-Salée, une architecture très moderne. Il s'agit en fait de 2 unités qui forment un bâtiment. Il y a plusieurs passerelles. Non, tu as une passerelle ici, après tu as l'ascenseur, la cage d'ascenseur et tu auras l'escalier. C'est ici, uniquement ici. Monsieur le maire en visite de chantier dans sa nouvelle mairie en compagnie de la directrice générale des services de la ville. Ces travaux ont débuté en 2020 et ce bâtiment devrait abriter dans ses 3 étages une 50aine d'employés. Il est bien évidemment parasismique, anticyclonique, mais tout ou presque a été pensé par ses concepteurs pour économiser l'énergie, comme par exemple ces brises-soleil, des bouts de mur en béton. Ce sont des éléments en béton qui ne sont pas forcément au même niveau que les plafonds et qui vont faire une sorte d'écran au rayonnement du soleil sur la façade des bâtiments. Contrôle de la consommation de l'eau, la climatisation qui fonctionne surtout de nuit. L'immeuble restant frais durant toute la journée. Les éclairages avec des ampoules de type LED. Ce bâtiment est HQE, c'est-à-dire classé haute qualité environnementale. Et voilà, moment important, monsieur le maire découvre son bureau. Ah, c'est ça mon bureau. C'est ça. Vous découvrez votre bureau, monsieur le maire? Oui, on avait parlé, je savais où il se situait. Là, je le découvre, mais vide. Alors, précisez-moi, quand est-ce qu'il sera rempli, ce bureau? On espère d'ici la fin de l'année ou au début de l'année 2024. Le nouvel hôtel de ville devrait coûter 13 millions d'euros sans subvention européenne. Les mairies, pour leur construction, n'ont pas accès à ces fonds. La ville de Rivière-Salée a fait appel à l'Agence française de développement et à ses fonds de caisse. Les prêts sont étalés sur 4 ans et année après année, nous émargeons à ce que nous pensons pouvoir réellement dépenser. Et nous ne grevons pas les impôts des Saléens qui n'ont pas augmenté depuis plusieurs décennies. Comme on dit en bon créole chez nous, et dans notre langue officielle, qu'a-t-il qu'à fait avant la paye? Et voilà l'ancienne mairie restée au service des Saléens pendant près de 70 ans. Elle n'était plus du tout aux normes de sécurité. Et dans quelque temps, ils auront sans nul doute oublié à quoi elle ressemblait et devront se familiariser avec un hôtel de ville en demi-lune. On reste à Rivière-Salée. Comment attirer les jeunes vers le secteur de l'automobile? Depuis 2 ans, le CFA peine à recruter des apprentis. On en compte 4 fois moins que le chiffre attendu. Problème, l'établissement continue d'investir sur les équipements nécessaires à la formation, mais il n'y a pas d'amortissement. Edwin Hildéral et Patrice Châteaudégard. Le constat est alarmant. Selon le CFA de Rivière-Salée, la formation accueille actuellement 74 jeunes. C'est 4 fois moins que les attentes de l'établissement. De nombreux investissements sont effectués, notamment dans le domaine de l'automobile. Près de 140 000 € ont été dépensés dans le matériel. Nous avons une forte demande de la part des employeurs sur les métiers de l'automobile, dans les métiers de la mécanique, de la carrosserie et de la peinture. Cependant, nous rencontrons des difficultés à recruter des jeunes intéressés par le métier et intéressés par la formation en apprentissage dans les domaines de l'automobile. Ce sont toutes les branches de l'automobile qui sont concernées, la carrosserie, la peinture ou encore la mécanique, des effectifs qui stagnent ou qui régressent depuis 2 ans. C'est dommage que l'effectif au CFA ne soit pas plus important, parce que nous sommes prêts à recevoir pas mal de jeunes. Bon, malheureusement, on les trouve pas, ils sont pas là, ils sont pas présents, il y a un manque de motivation.
Même si l'établissement peine à recruter des apprentis, certains élèves semblent avoir trouvé leur motivation. C'est un métier d'avenir parce qu'en fait, tous les jours ça évolue, donc il y a de nouvelles technologies, on apprend de nouvelles choses. Dans ce métier, moi, ce que j'aime le plus, c'est pratiquer, c'est-à-dire que c'est la recherche de panne, tu trouves la panne et tu répares. C'est ce que j'aime. Le CFA de Rivière-Salée espère résoudre cette situation pour faire pleinement usage de ces nouveaux équipements. Le Venezuela, à nouveau fortement touché par une crise économique. L'inflation est de retour, les ménages sont impactés, leur porte-monnaie trouée et les commerçants tirent la langue. Les économistes font un lien étroit avec la chute des prix dans le secteur pétrolier. Les explications de Kelly Babou. Juste à l'entrée de sa boutique, Daenerys prend son mal en patience en guettant le premier client de la journée. Ces derniers mois ont été difficiles pour cette commerçante qui exerce ici depuis plus de 30 ans. Alors pour tenter d'attirer la clientèle, elle n'a d'autre choix que de solder quelques articles au plus bas prix. Daenerys ne dépasse pas les 10 ventes par mois contre une trentaine l'année dernière. On met des vêtements en solde, on en offre 3 pour 2 pour attirer la clientèle, mais ce n'est pas pareil qu'avant. J'ai ramené des marchandises en décembre et j'ai encore des vêtements. Au Venezuela, après une légère période de croissance, la consommation baisse de nouveau. Crise, inflation, conséquences de l'embargo et des sanctions économiques internationales, autant de facteurs qui impactent le porte-monnaie des habitants et les caisses des commerçants. Il suffit de se rendre au marché pour le constater. Les allées habituellement bondées sont aujourd'hui désertées. S'il n'y a pas d'argent, vous ne pouvez pas acheter. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Avant ici, c'était un marché où il y avait toujours des gens qui achetaient. Selon les analystes, l'inflation qui a été à un moment donné sous contrôle a regagné du terrain depuis la fin de l'année dernière. Les timides signes de reprise économique commencent à être éclipsés par de nouveaux signes de crise. D'après les informations de la Banque centrale du Venezuela, la consommation représente 68% de l'activité commerciale, soit près des 3/4. Donc avec une inflation de 436%, il est difficile pour toute personne, quel que soit son salaire, de maintenir son pouvoir d'achat. Et toujours pour les experts, cette inflation s'inscrit dans un contexte de récession causée par la chute des prix dans le secteur pétrolier, secteur qui génère le plus de revenus pour le pays. Ces derniers mois, coupures d'électricité, pénurie de carburant et de gaz sont réapparues au Venezuela et principalement dans le centre du pays. Allez, on parle sport. Simon Jean-Joseph, toujours au sommet, le Martiniquais, double champion d'Europe et triple champion de France des rallyes. Il est de retour pour le fun, dit-il, mais la gagne ne l'a jamais quitté. Il a remporté la 38e édition du Rallye des Grands Fonds ce week-end avec son coéquipier Ludovic Cancel. Le reportage de Daniel Marius et Christian Danquin en Guadeloupe. Il y a très longtemps qu'un rallye automobile n'avait attiré autant de spectateurs. C'est aussi la présence de Simon Jean-Joseph qui a fait sortir le public féru de sport mécanique. Et ils ont eu raison, car le Martiniquais a fait un véritable show en raflant la quasi-totalité des épreuves spéciales. C'est sa deuxième victoire sur l'épreuve après 1991. Malheureusement, l'amusement est terminé alors qu'il était vraiment délicieux, donc je vais pouvoir le savourer en tout cas. Je suis très très heureux d'avoir participé à ce rallye des Grands Fonds. Des routes magnifiques, une ambiance terrible. Plein d'amis et plein de gens que je n'avais pas vus depuis longtemps qui sont venus nous encourager. Une voiture top, un très bon coéquipier avec Ludovic Cancel à qui j'ai essayé de transmettre les bonnes pratiques. Des copains qui nous ont aidés à monter cette opération, la ZAG qui nous a invités, enfin voilà. La deuxième place est pour Loïc Deroussi sur sa Mitsubishi qui a dû tout de même bien batailler. La troisième marche du podium est pour Jean-Marie Mavounzi, toujours égal à lui-même. Deux voitures qui pouvaient aussi prétendre la victoire ont dû jeter l'éponge. Le Martiniquais Rodrigue Théodore sur Polo R5 sorti assez violemment. Et Philippe Ninou vaincu par la fatigue. Après avoir savouré le passage des champions, le public rentre à la maison poussiéreux mais satisfait du spectacle.
Après leur succès vendredi soir face à Sainte-Lucie, 3-1, la sélection de Martinique de football a gagné son billet pour le barrage d'accession à la phase de poule de la Gold Cup. Les Matininots affrontent la sélection de Porto Rico. Ce sera demain à 19h et en direct sur Martinique La Première. Un match ô combien important pour espérer poursuivre l'aventure américaine. Raphaël Luce. Face aux Saint-Luciens, la sélection de Martinique a montré un bon état d'esprit collectif. Malgré cette belle victoire, les Matininots sont restés lucides. Ils savent qu'ils sont à la moitié du chemin et que tout n'a pas été parfait. Après une journée de repos bien méritée, Marcola et son staff ont pu analyser les différents réglages à prévoir. J'ai la chance d'avoir des joueurs polyvalents, des joueurs qui peuvent évoluer à plusieurs postes, comme c'est le cas avec Patrick Burner, comme ça peut être le cas avec un Ghislain, comme ça peut être le cas aussi avec un Jonathan Metzig. Voilà, c'est des joueurs qui peuvent jouer à plusieurs postes et ça c'est un plus pour l'équipe. Depuis samedi soir, les coéquipiers de Yanis Clemencia connaissent leurs adversaires en barrage. Ce sera la sélection de Porto Rico qui s'est qualifiée in extremis en remportant la séance de tir au but face au Suriname. Juste gommer les erreurs qu'on a faites contre Sainte-Lucie. C'est des petites erreurs que Sainte-Lucie n'a pas concrétisées, mais que Porto Rico peut le faire. Donc c'est juste gommer ça et puis être plus réaliste devant le but pour gagner le match. L'ancien niçois est conscient que ce genre de match se joue sur des détails. Pour la Martinique, seule la victoire comptera mardi soir pour accéder en phase de poule de la Gold Cup. Voilà, et je vous rappelle, un match retransmis en direct sur notre antenne à 19h demain. Le Martiniquais Wilfried Bédassier, Cédric Duchemin et Sio Brown, tous très connus dans le milieu du jazz, mais surtout en tant que sidemen, des artistes qui sont montés sur la scène du New Morning à Paris pour présenter leur nouvel album. Kessiwe Choktaï, Massimo Bulgarelli. Il court sur un rythme jazz fusionné. Les doigts de Cédric Duchemin sur le piano de la scène du New Morning. J'ai commencé, j'avais 8 ans. J'ai commencé en autodidacte à La Réunion. Se retrouver au New Morning, c'est un honneur. Connu pour avoir accompagné des artistes tels que Paco Seri, le virtuose réunionnais s'est aussi imposé ses couleurs. C'est un grand mélange. Ça va faire un peu comme le peuple à La Réunion. Il y a des hindous, il y a des africains, des gens qui viennent de partout en fait, et puis c'est un mélange. Et la musique, c'est en grande partie mélangée au maloya et au sega, la musique de la Réunion et de l'océan Indien en général. Car ce soir, Cédric Duchemin partage l'affiche avec deux autres pointures du jazz du même label, Couleur Musique. Le batteur star de la Martinique, Wilfried Bédassier, et le chanteur-guitariste jamaïcain Kayo Brown. L'un accompagne tous les grands noms de la musique caribéenne et l'autre brille sur la scène anglo-saxonne. Des artistes hors pair qui présentent eux aussi leur univers au public. Il y a tout un mélange, mais en ressortant le côté de chez moi, c'est-à-dire Tambou Bel-Air, que ça soit aussi Béguine ou Mazouka ou Kadri, tout ce qu'il y a. Mais il faut mélanger les choses parce que c'est ça aujourd'hui. C'est tout un melting pot qui fait notre puissance en fait. J'ai entendu parler de ce lieu depuis longtemps et je le sens bien. Je suis vraiment content. Vous allez entendre du jazz swing avec un peu de R&B, un petit quelque chose de reggae, des choses un peu latinos. Il y aura du groove en fait. C'est très éclectique. Un bouquet multicolore aux sonorités créoles offert à la scène parisienne. Cédric, Wilfried, Kayo présentent leurs propres nouveaux albums, mais l'idée d'une collaboration entre les trois pourrait bien les réunir à nouveau. Et c'est la fin de cette édition. Je vous rappelle une des informations que nous avons développées ce soir. Brett, c'est le premier phénomène de la saison cyclonique qui devrait arriver en fin de semaine. Il pourrait évoluer entre-temps ou pas. La commune de Sainte-Marie, qui a connu des dégâts lors des derniers événements, s'y prépare tranquillement. On se retrouve dans un instant pour l'actualité nationale et internationale. À tout de suite.